Bon, eh bien, on va du coup reprendre avec la dernière petite conférence, enfin, le workshop. Voilà. Donc c'est Harold qui va clôturer ces 2 jours avec un workshop qui s'intitule Comment créer et mettre en vente un NFT sur The Event, donc sa plateforme. Voilà. Donc on part sur 1 heure avec questions-réponses intégrées. Je te laisse la place. Vous m'entendez bien? Que je dois avoir besoin de mettre 2 mains, donc je pourrais pas trop jouer avec le micro. Parfait. Alors du coup, pour ce petit atelier, donc on va refaire un petit peu le tour d'horizon sur comment minter un NFT. D'abord, j'aimerais bien juste être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, voir un petit peu quel genre de public on a ici. Tout le monde sait ce que c'est un NFT ou je dois refaire une petite définition peut-être? Oui, petite définition. Il fait travailler le monsieur. Donc en gros, le NFT, c'est quoi? C'est un titre de propriété sur un objet numérique ou physique dans le monde réel et qui est enregistré sur la blockchain. La blockchain, ça va ou je... Oui, ça va, parfait. Donc voilà, ça c'est pour faire court. Donc en gros, c'est utilisé dans l'art, c'est utilisé dans le gaming, c'est utilisé dans l'immobilier aussi, dans plein de choses, parce que ça permet de gérer des titres de propriété sur quelque chose via ce registre distribué qu'est la blockchain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, je partirai sur le mint. Donc déjà, qu'est-ce que minter? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut traduire en français forger. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, on a aussi ce qu'on appelle le lazy mint. Donc de l'anglais lazy, fainéant. Donc il y a une manière de faire qui est plus simple que le mint traditionnel, on va dire. Alors on va parler des plateformes. Dont la plus grosse plateforme est OpenSea, pour l'instant. Ensuite, il y a les autres plateformes aussi, ça on va aller très rapidement. Et alors d'event, donc je vais vous montrer le process pour lister quelque chose, enfin un NFT sur d'event. Process donc que j'ai fait et refait les derniers jours. Alors très rapidement, voilà, j'ai déjà défini le NFT, donc on ne va pas trop rester là-dessus. Donc tout ce qui est art, donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Tout ce qui est gaming, ça j'aime bien quand même juste réexpliquer rapidement pourquoi le gaming. Bon, en fait, je ne sais pas s'il y a des players ici, des gamers, sur Fortnite par exemple, ou des choses comme ça. Dans ce genre de jeu, vous pouvez acheter des équipements, des armes, des avatars, des visages, des choses comme ça. Et en fait, souvent les gamers, ils vont payer pour avoir ça. Mais ils vont payer un équipement qui va finalement rester la propriété du jeu. En fait, avec les NFT, ça révolutionne un petit peu la donne, parce que quand on va acheter une épée, par exemple, pour un jeu Heroic Fantasy, on va posséder l'épée grâce au NFT, qui est un titre de propriété donc sur l'objet numérique. Maintenant, je ne vais pas aller dans le détail, mais il faut toujours vérifier à ce qu'un NFT, donc l'œuvre sous-jacente, l'objet numérique sous-jacent au NFT, soit bien stocké d'une manière décentralisée. Donc il faut savoir qu'on ne stocke pas de grosses quantités de données sur la blockchain. Parce que la blockchain n'est pas faite pour stocker des données assez grosses, comme des vidéos, des choses comme ça. Et donc en fait, un NFT va être relié à un fichier qui sera stocké sur un cloud parfois centralisé. Alors par exemple, ça peut être un serveur comme Amazon, etc. Mais si du jour au lendemain Amazon ferme, sait-on jamais, ou alors c'est un serveur à la maison. Moi, imaginons je fais une collection NFT et je stocke toute ma collection sur mon disque dur. Puis il y a le feu à la maison, ou alors je décide de débrancher la prise en fait. Donc tous ceux qui ont acheté le NFT, ce ne sera plus qu'un bout de code sur la blockchain, il n'y aura plus l'image ou le fichier numérique qui sera adossé à ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à regarder à ce que l'objet numérique soit stocké de manière décentralisée. Donc il y a plusieurs solutions qui existent, comme par exemple IPFS qui est la plus connue. Donc ça va être stocké sur des petits morceaux, enfin des petits morceaux de l'œuvre vont être stockés un peu partout dans le monde. Par petits paquets de données, ou alors sur un cloud décentralisé comme Freefold ou Arweave, qui sont des projets dans le secteur. Et de cette manière-là, c'est impossible finalement de perdre cet objet numérique dans les méandres d'Internet. Parce qu'il y aura des systèmes de backup automatiques. Si on supprime une copie, par exemple, du fichier sur un des devices, donc des disques durs qui détient ce fichier, automatiquement il y a une nouvelle copie qui est faite, et ainsi de suite. Ça, il y a toujours un même nombre de copies en circulation. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est important de savoir qu'il faut stocker les NFT de manière décentralisée. Alors les NFT servent aussi à des passes, donc ici on l'a bien vu avec le use case Nora Artist, pour ceux qui l'auront demandé, et aussi évidemment Artecom.
le fait d'acheter un NFT, non seulement on a une œuvre sous-jacente, mais en plus de ça, on fait partie d'un club. On aura des intérêts, par exemple des entrées gratuites, avoir la primeur sur une nouvelle collection d'un artiste, avec des discounts, on peut imaginer plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut voir le NFT comme un outil, que ce soit de branding, de marketing, de démarche artistique, plein, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc c'est pas propre au NFT, ce genre de choses, il faut vraiment réfléchir à toute une communication derrière, tout un projet, quoi. Donc c'est pas juste je vais faire un NFT pour faire un NFT. Il faut réfléchir à tout le projet autour. Ah oui, alors du coup, il y a effectivement les NFT, bon c'est entre autres, hein, il y a 4 applications, il y en a beaucoup plus. L'immobilier aussi. Donc on parlait de titres de propriété, ben imaginez, dans certains pays comme en Géorgie ou Honduras, il y avait tellement de corruption sur le cadastre, les titres de propriété, la gestion des propriétés au Honduras, qu'ils se sont dit, ben, en fait on va utiliser une technologie qui permet d'être inviolable, où il n'y aura plus de corruption, et en fait les titres de propriété sont enregistrés sur la blockchain sous forme de NFT. Et donc c'est-à-dire que si je possède un NFT de mon terrain, ben, personne ne pourra venir, comme c'était le cas avant, venir, ben non en fait, regardez, il sort un document de n'importe où, et il dit, regardez, ça appartenait à tel politicien, comme par hasard, qui revendique du coup le droit à cette propriété. Et ça, c'est des choses qui se passaient avant au Honduras, jusqu'à ce qu'ils mettent en place la blockchain, qui permet d'avoir la traçabilité justement de la propriété qui passe de main en main, etc., au fur et à mesure des années, quoi. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Donc le mint, qu'est-ce que c'est? Ben donc, entre nous, on dit ça, enfin, minter, quoi, donc forger, hein, en français. Donc il s'agit de forger ou enregistrer de manière permanente le NFT dans la blockchain. Donc on enregistre cette information sur cette base de données décentralisée, donc on ne sait plus le supprimer ni le modifier. Une fois que c'est dedans, c'est inviolable, et ça permet justement d'authentifier l'origine du NFT. Et donc du coup, voilà, donc, comme je le dis, on ne peut plus le modifier, il devient inviolable. Alors du coup, il y a 2 méthodes. Donc il y a la méthode, donc le minting, on va dire traditionnel, mais qui est finalement le moins utilisé maintenant, parce qu'avant, on utilisait surtout la première méthode qui était on the contract, ce qui signifie en fait qu'on va enregistrer le NFT sur la blockchain directement, sans passer par un intermédiaire. Le lazy mint, donc comme le nom l'indique, en fait on va passer par exemple sur OpenSea, hein, donc l'exchange le plus connu, et on va enregistrer les données de manière centralisée sur OpenSea avant de l'enregistrer sur la blockchain. Comme ça, on peut encore modifier son NFT, etc. Et à partir du moment où il y a une première vente, dès qu'il y a un premier achat, là, à ce moment-là, le NFT est minté. Et en fait, pour forger, pour minter le NFT, il faut payer des gas fees, qu'on appelle ça. Tout le monde voit ce que c'est les gas fees, hein. Ce truc emmerdant qu'on doit payer, qui coûte parfois très cher sur Ethereum. Et en fait, ça permet justement de payer les mineurs pour enregistrer l'information sur la blockchain. Et donc, on the contract, ça peut coûter cher. C'est pour ça qu'on a mis en place le lazy mint, qui permet aux créateurs de mettre en vente des collections sur des OpenSea, etc., sans payer un rond. Parce que c'est l'acheteur qui va minter avec son acte d'achat, et donc il va payer les frais d'enregistrement de l'œuvre sur la blockchain. Bon, ça a des avantages et inconvénients. Bon, l'avantage, c'est que c'est à moindre frais, vu que n'importe quel artiste peut lancer sa collection. Le désavantage, c'est qu'on va dépendre d'OpenSea. Donc on ne peut pas mettre en vente une collection comme on veut, enfin, on va la mettre sur OpenSea, ben, on ne pourra peut-être pas la mettre en vente ailleurs, etc. On va être encapsulé, ce qu'on appelle un smart contract lié à l'exchange. Donc c'est-à-dire que chaque NFT est lié à une collection. Même si c'est un NFT tout seul, sur la blockchain, dès qu'on crée un NFT, c'est une collection. Et cette collection, c'est donc un smart contract, et puis tous les NFT sous-jacents vont s'afficher. Mais donc quand on crée ça via OpenSea, ce sera leur smart contract à eux standard. C'est-à-dire que forcément, ils vont mettre 2,5% de royalties pour la plateforme. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous voulez vous affranchir des plateformes, toujours bien réfléchir. Bon, est-ce que je lance cette collection et je dépendrai toujours quelque part du formatage du smart contract d'OpenSea, ou alors je préfère le faire on the contract, et alors là, j'ai mon propre smart contract et je peux mettre mes propres règles. On peut faire aussi du lazy mint hors OpenSea. Donc là, il faut builder son propre système de lazy mint. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une base de données centralisée. Bon, après, voilà, vous la créez vous-même, vous le déployez. Il existe des systèmes aussi. On prend une collection sur GitHub, si vous connaissez, et on déploie ça et on fait son lazy mint. Bon, il faut quand même être un petit peu développeur pour pouvoir le faire. C'est pour ça que le lazy mint est le plus utilisé actuellement. Ensuite, bon, en fait, je viens d'expliquer le lazy mint. Donc ça sera forgé uniquement au premier achat.
Et ici, on va directement passer à la partie démonstration. Donc, je vais vous montrer un mint on the contract. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que forcément, il faut payer les fees, etc. Et là, je vais surtout vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Après, on fera Lazy Mint OpenSea. Pardon. On mettra en vente un exemple de NFT. Et je vais l'importer après dans Devent. Ça, vous aurez vraiment toutes les étapes. Alors ça, c'est... Voilà, ça c'est Manifold. Alors c'est génial parce que c'est open source et c'est gratuit. Donc en général dans le Web 3 souvent, enfin vraiment quand on est à fond dans le Web 3, les outils sont souvent open source, gratuits, et c'est justement le cas ici de Manifold qui permet de faire son propre smart contract. Enfin, en fait, il facilite le déploiement d'un smart contract. Vous n'êtes pas obligé de tout coder. Si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez quand même le faire via ce moyen-là. C'est juste que vu que vous mintez, ça coûte plus cher que si vous faites par un lazy mint sur la plateforme. Donc ici, on met un nom à son contrat, son NFT. Hein. On va prendre Arts and NFT, par exemple. Alors ici, il faut choisir le type. Donc ça, c'est le standard de NFT. Il existe deux types. Il y en a un peu plus, mais on se limite à ces deux-là. Donc il y a l'ERC 721 et l'ERC 1155. Alors derrière ces noms, d'ailleurs, pour plus d'ergonomie, je pense que plus tard, ils devront mettre des mots un peu plus compréhensibles. Parce que là, c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué. Donc le 721, c'est vraiment le NFT pure souche. Donc en fait, ils seront tous uniques. Donc vous pouvez faire 100 NFT, mais ils seront tous différents en fait. Donc ça va être chaque fois des fichiers différents. Ils auront tous leurs métadonnées différentes, etc. Ça peut être des tailles différentes. Enfin bref, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Tandis que le 1155, je vais créer par exemple une version de l'œuvre. Enfin, j'aurai une œuvre, hein, donc une image par exemple, et je vais créer 100 exemplaires. Ça, c'est un 1155. Donc les gens auront tous la même chose, mais il n'y en aura que 100. Donc vous pouvez faire des collections limitées à 100 exemplaires, mais de la même chose. C'est bien clair pour tout le monde? Parfait. C'est bien ça. Alors là, vous mettez un symbole. Donc ça, en gros, c'est ce qui est récupéré sur la blockchain. Donc en fait, c'est le ticker qu'on appelle ça, le ticker pour les crypto-monnaies. Donc quand vous avez une bourse d'échange, le Bitcoin, c'est BTC, Ethereum, c'est ETH. Vous pouvez faire ça aussi pour vos collections. Je sais pas moi, on va mettre... ANF, hein, par exemple. ANN, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est le symbole. Ensuite ici, ça c'est une petite marque, c'est un petit dessin que vous pouvez faire, qui va être une sorte de signature dans le smart contract. Donc ça, ce sera surtout visible sur la blockchain, et c'est surtout les développeurs qui vont aller voir un petit peu tel smart contract, tel NFT, donc smart contract, a été signé par tel développeur. Donc parfois on met une petite marque comme ça, c'est comme une signature quoi, en somme. Ici, je vais mettre Harold. Et souvent, ce qu'ils font, c'est un petit dessin avec tous des petits trucs. Mais bon, ici, on n'a pas trop le temps. Et après, on peut déployer. Ici, c'est un réseau de test. Toujours, évidemment, lier son MetaMask. Donc, tout le monde sait ce que c'est MetaMask ici. Donc, c'est un wallet décentralisé. Hein. Donc, qui permet de signer les transactions. Donc, dans le Web 3, il faut savoir qu'il y a toujours... on fait souvent l'analogie avec le Web 2, où on fait sign in with Facebook, sign in with Google, etc. Ben ici, en fait, c'est Connect Wallet. On connecte son portefeuille, c'est le portefeuille qui est votre identité, quelque part, et qui va signer toutes vos actions sur la blockchain. Et donc ici, ben, je suis sur le réseau de test, ici, hop. Je confirme la transaction, et je peux déployer mon smart contract. Donc là, c'est en train de... J'espère que le Wi-Fi, pour l'instant il fonctionne bien le Wi-Fi. Si le Wi-Fi le veut bien, ça va se déployer à un moment donné. Ça prend toujours un peu de temps parce qu'évidemment c'est une blockchain, donc il faut que l'information arrive dans un bloc, il faut qu'il y ait plusieurs validations qui se fassent, jusqu'à ce que l'information soit totalement sur la blockchain, forger proof, etc. Voilà, petite pop-up de MetaMask qui me dit que c'est effectivement vérifié. Enfin, c'est déjà enregistré, et puis maintenant il vérifie le contrat. Ça peut prendre de 5 à 10 minutes, donc on va passer sur autre chose. Donc là, en fait, vous venez de créer la collection, et par la suite, vous pourrez rajouter tous vos NFT liés à cette connexion, donc à ce smart contract. Donc, on va voir quand ça arrive. Et à ce moment-là, vous pourrez créer vos NFT avec l'image que vous voulez, donc le lien vers le fichier numérique, soit MP4. Donc il y a plusieurs types de fichiers qui sont supportés.
Et à ce moment-là, vous créez votre collection, tout simplement. Vous créez tous vos NFT. Et un par un, vous devez avec ce système ici, Manifold, dans The Contract, vous allez devoir les minter, donc payer à chaque fois des gas fees, qui peuvent parfois coûter très cher. Hein, parce que, par exemple, si pour l'instant, Ethereum, vu qu'on est en bear market, il n'y a pas beaucoup de volume de transactions. Donc si vous voulez minter sur Ethereum actuellement, c'est intéressant parce que c'est pas trop cher. Ça reste quand même fort cher. Il faut compter 3, 4, 5, 6 dollars la transaction. Donc par NFT, donc si vous avez une collection de 10 000, vous faites x 10 000, c'est quand même beaucoup. D'où le lazy mint, hein, donc ça c'est intéressant. Et donc ici, voilà, effectivement, par exemple, je me souviens d'un projet, ils voulaient minter on the contract, et ils avaient quand même une collection de, je crois que c'était des centaines d'œuvres à minter, et ils voulaient absolument passer par le mainnet, donc par Ethereum. Et nous, on leur avait conseillé d'utiliser ce qu'on appelle un Layer 2, ici il y a un petit peu de fête, un petit peu de machin, un Layer 2 qui permet en fait, comme Polygon, hein, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ici, qui permet de diminuer les fees, les gas fees, au déploiement d'un smart contract. Maintenant, c'est une blockchain parallèle à la blockchain Ethereum qui va faire ses petites transactions, etc. et qui va rassembler toutes les transactions en une seule pour l'enregistrer sur la blockchain principale qui est Ethereum. Comme ça, en fait, c'est comme si on se mettait tous ensemble, on a chacun nos collections de notre côté, on se dit, on va partager les coûts en fait, du mint, et on va faire une seule transaction pour nous tous sur la blockchain principale. Ça, c'est le genre on appelle ça des roll-ups. Comme le nom l'indique, on enroule tout dans un wrap, et puis on pousse ça sur la blockchain. Voilà, puis ici, donc ma collection sera en 721. J'ai ma signature Harold qui est tout à fait magnifique. Et après, je peux revenir au point de départ pour créer les NFT qui seront sous-jacents à cette collection. Voilà. Et quand je suis content, je peux déployer aussi sur le mainnet. Alors, je peux encore éditer si je veux, hein, et je peux voir ce que ça donne. Mint a token on go early. Hop. Alors, token. Voilà, on va créer une œuvre, hein, pour montrer un exemple. Bon, artiste. Bon, on va mettre Harold, hein, un grand artiste. Voilà. Oh, il s'est pas enregistré, qu'est-ce qu'il fait ouais. Donc on imagine ici, on met une image. Voilà. Et c'est assez simple, hein. Donc ça c'est... Avant il n'y avait pas ça, hein. Avant c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, bon, ça prend un peu de temps, mais en gros, voilà. Vous mettez toutes les informations, le titre du NFT, un lien externe, etc., une description. Vous pouvez mettre aussi des propriétés, hein. Donc par exemple, si c'est une œuvre physique, vous avez la taille du cadre, des choses comme ça. Si vous avez une collection de photos de profil, en général, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient couleur de peau, couleur de cheveux, couleur de tchac, lunettes, pas lunettes, enfin, tous des traits en fait qui sont récupérés, des caractéristiques du NFT qui sont reprises à chaque création, et ça permet en fait d'avoir une certaine rareté relative en fonction des NFT. Donc il y aura des NFT plus rares que d'autres, et ça permet justement de créer cette spéculation, bon voilà, on revient un peu là-dessus, spéculation dans des grosses collections de 10 000 CryptoPunks et ces choses-là. Ça, c'est pour la partie on the contract, la partie un peu plus compliquée, mais on voit que c'est encore assez abordable. Alors, pour la partie lazy mints, donc ici, pour créer un compte sur OpenSea, c'est très simple, hein, il suffit de connecter son MetaMask, et puis en fait, vous allez signer toutes vos transactions avec l'adresse sélectionnée dans le MetaMask. Ici, j'ai pris un peu d'avance, j'ai créé déjà une petite collection rapide, et après, je vais créer une superbe œuvre devant vos yeux. De nouveau, on voit que ça ressemble assez fort à l'autre. C'est juste un peu plus sexy, un peu plus ergonomique. De nouveau, je sélectionne mon objet numérique. Ici, j'avais prévu de faire un petit mint de ceci. Voilà. Le nom, un petit nom. On va voir s'il prend le « et ». Voilà. Un lien externe, on va se faire un petit peu de pub. Voilà. Description, par exemple Arts and NFT Expo exceptionnel à Mons. Hop. Sans faute, c'est mieux. Voilà. Alors on sélectionne la collection qu'on a créée. Donc souvenez-vous, hein, c'est la première partie que j'ai montrée sur Manifold. Donc je crée le smart contract et maintenant j'y lis le NFT. Je peux rajouter une propriété. Donc propriété, ça peut être taille. Ça, ici par exemple, c'est le genre mâle. C'est l'exemple qu'ils ont repris.
ça peut être tout ce qu'on veut, hein, c'est vous qui paramétrez la chose en fait. Hein. Donc vous créez votre collection et vous mettez un type et un nom de type, et puis à chaque fois, les nouveaux NFT, vous resélectionnez la même chose, vous en inventez des nouveaux, vous faites comme vous voulez. C'est un peu comme des tags, on peut voir ça comme ça. Donc en fait, le NFT va avoir ces données-là sous forme de métadonnées. Donc ça va se balader avec le NFT partout. Et quand on va lire les métadonnées du NFT, ça va reprendre les mêmes caractéristiques qu'on a enregistrées à ce moment-là en fait. On peut avoir un niveau. Par exemple, toi, Vincent, tu as différents niveaux. De filtrer dans la collection si on veut. Ouais, c'est ça. Vous pouvez dire, montre-moi tous les tableaux de taille 80 par 80 avec cadre et C'est ça. de tendance pop. Et hop, Mhm. ça réduit alors ça filtre. C'est ça. Donc ça, il faut réfléchir en termes d'ergonomie pour vos futurs acheteurs. Comment vous voulez filtrer vos œuvres, quoi, en gros. Donc niveau, hein, donc, si je prends l'exemple de Artecom, quand on achète un NFT, on fait partie du club. Et du coup, il y a différents niveaux de membres. Donc là, on met ce qu'on veut. Hein. Donc, par exemple, on met niveau de membership. Hop. On a un niveau de 1 à 5, par exemple. Hop. Oups. Et ça, c'est que des valeurs numériques. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Statistiques, ça aussi, hein, c'est... En fait, si vous faites des collections de 10 000 NFT, c'est pas mal de montrer quand quelqu'un en achète un, voir la rareté de ce NFT par rapport aux traits, par rapport au niveau, etc. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça dans votre projet avant de minter, évidemment. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est quand vous faites un NFT, vous pouvez avoir un contenu qui est déverrouillable uniquement par le propriétaire du NFT. Donc, évidemment, vous savez ce que c'est. C'est vrai qu'en général, nous, ce qu'on conseille, une clé d'accès, par exemple, ça c'est pas mal, vers une URL. Hein. On peut imaginer une clé d'accès et une URL qui permet d'arriver sur une page web qui est non indexée. Donc ça veut dire qu'il faut connaître l'URL exactement pour pouvoir y aller. Vous ne pouvez pas la trouver sur Google, par exemple. Seul le propriétaire aura l'URL, il va cliquer dessus, il aura peut-être accès à une vidéo exclusive de l'artiste qui explique son processus créatif, par exemple, ou des choses comme ça. Ou à une nouvelle collection, voilà. On peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est juste un contenu qui va se dévoiler à l'acheteur du NFT. Alors, ouais, ça c'est plutôt le côté... est-ce qu'il y a du nu, est-ce que... des choses comme ça. Voilà. Ouais, ça c'est quand c'est très très exclusif, ça. Ici, alors, c'est la quantité. Donc ici, voilà, c'est déjà plus ergonomique que l'autre. On ne doit pas choisir le type de NFT. Donc souvenez-vous, 721 ou 1155, pardon. Ici, si vous faites 1, par défaut, ce sera un 721, parce qu'il sera unique. Mais ici, on va en créer, je sais pas moi, 100. Ce sera des 1155 automatiquement, parce qu'il y a plusieurs exemplaires du même NFT. Hop. C'est presque terminé. Là, c'est le CAPTCHA qui ne s'affiche pas. Ouais, il ne s'affiche pas. Ah, si, voilà. Ouais, un petit peu de patience, voyons. Les ponts. Là, vous devez sélectionner les ponts. Parfois, c'est des feux rouges, parfois, c'est autre chose. Voilà. Voilà, opération terminée. Ensuite, je vais attendre qu'il charge jusqu'au bout pour être sûr. Parce que... Voilà. Je reviens sur ma collection. Allez. S'il veut bien. Voilà. Ici, j'ai mon NFT, donc sans propriété de moi, vu que je viens de le créer, donc je vais les vendre. Description, niveau, hein, donc j'avais créé un niveau. Ça, c'est la petite description que j'avais mis par rapport à la collection. Détail, adresse du contrat, ID du token, voilà, c'est toutes les données de la blockchain, ça en somme. Métadonnées centralisées, donc ça c'est parce que c'est un lazy mint. Les données sont centralisées chez OpenSea. Et vous verrez que quand vous allez l'acheter, cette partie-là, ça mettra décentralisé parce que ça va être sur IPFS. Donc il y a un cloud décentralisé. Pour pouvoir lister sur Devent, en l'état, hein, parce qu'on rappelle que c'est un projet pilote, après on espère se passer d'OpenSea et créer carrément tout notre stack, toute notre plateforme d'échange.
Ici, il faut le lister pour que Devent, quand on crée notre compte, on le lie à notre wallet qui a minté les NFT sur OpenSea. Et dans Devent, on va pouvoir récupérer la collection et la mettre en vente sur Devent. Vous allez voir, c'est très simple. Alors du coup, pour faire, je sais pas moi, 2 euros, Steve, calcule. Pour faire 2 euros en Ether. 0, bah attends, non, ça va s'afficher ici en dessous en fait. Voilà. 1,32, ça vous va? 1,32, c'est bien ça. Allez, hop. 2,63. Parce qu'après, si vous voulez vous amuser à l'acheter. Oui, c'est juste. Bien vu, merci. J'aurais dû le faire 100 fois. Voilà, 100. Oula, pas pousser non plus. Voilà. Allez, parce que on va quand même faire. Oh, ça c'est bien ça. 2. Voilà, oui, il faut savoir aussi que quand vous mettez en vente, il y a toujours une durée limitée. C'est logique, parce que sinon il y aurait des vieilleries qui traîneraient sur OpenSea, ce serait impossible à gérer. Donc en fait, il y a plein d'options de vente sur OpenSea. On peut vendre en lot, on peut réserver un acheteur unique aussi, par exemple. On peut faire des auctions, en français, des ventes aux enchères, merci. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, nous on va se limiter à un listing tout à fait simple. Voilà, donc 197. Si on vend tout, on se fait presque 200 $ hein, quand même sur votre dos. On termine le listing. On signe la transaction évidemment pour la mise en vente. Ça c'est juste pour vérifier qu'on est bien le détenteur du NFT avant de le mettre en vente, tout simplement. Là il n'y a pas de gas, il n'y a rien, c'est juste pour valider que c'est bien le bon wallet qui met en vente. Pour éviter que des personnes mettent en vente n'importe quoi de n'importe qui à n'importe quel prix. Voilà. Voilà, le listing est fait. Là j'ai la vue propriétaire forcément. Ensuite Devent. Bon là j'ai passé l'étape de sign up où on crée son compte et puis on se connecte. Donc ici j'ai déjà connecté mon MetaMask. En gros ici un petit bouton connect, on clique dessus. Il y a un MetaMask qui s'ouvre, on signe, on est connecté, c'est bon. Tout ce qu'il y a à faire. Après, ma collection ne s'affiche pas. Je vais actualiser un petit coup. Voilà. Voilà ma super collection. Je la sélectionne. Je l'ajoute. Et voilà, c'est tout. Elle est listée sur Devent. La partie la plus facile, c'est Devent. Après, derrière, il y a tout un back-end. Donc, pas aussi simple. Voilà. Et donc, après, ici, on a fait au plus simple. Hein, donc, on choisit un nom. On met une petite banner. Et après, ça, c'est la partie... Bon, ici, c'est une extension en mode pour voir sur le browser. C'est pour ça qu'il y a tout le truc dégueulasse à droite. Mais ici, ça permet de voir la vue côté acheteur. Donc ici, nous, l'intérêt avec Devent, c'est qu'on facilite l'achat de NFT. Donc vous allez pouvoir charger votre portefeuille ici avec des euros. Donc vous allez utiliser votre carte bancaire ou banque contact, etc. Vous allez avoir un solde ici. Et après, vous allez aller sur la marketplace, voir tous nos artistes. Et du coup, là, je viens de lister ici, créer la collection. Hop. Et voilà. Mon NFT est repris. Alors je ne sais pas si ça va marcher ici de se connecter avec le browser, on va tenter. Il faut connecter son wallet Web3 évidemment, donc ça, on ne peut pas faire de miracle, ça reste du Web3. Donc on facilite l'achat, donc c'est-à-dire que normalement il faudrait acheter des Ethers, les virer, donc par exemple sur une plateforme centralisée, ou alors via MetaMask, via des fournisseurs de paiement qui coûtent très cher. Après on vire l'argent sur notre MetaMask, sauf si on l'a fait dans MetaMask directement, et seulement on peut acheter un NFT. Donc ça prend quand même du temps. Voilà, il faut aller, imaginer, vous allez sur Binance, Coinbase, vous achetez des Ethereum, vous les virez sur votre MetaMask et vous liez votre portefeuille ici sur Devent et puis vous faites l'achat en crypto. Ça c'est la partie compliquée. La partie simple, c'est que nous, on vous permet de faire un achat en euros et en fait, donc nous, on va récupérer les euros fiat qu'on va convertir en stablecoin sur notre blockchain, donc en stablecoin euro. Et derrière ça, il y a un wallet intermédiaire chez nous qui va exécuter automatiquement la transaction du NFT de l'artiste, donc en crypto-monnaie, en Ethereum. On va récupérer le NFT et le transférer automatiquement à l'acheteur. Comme ça, l'acheteur, il ne se tracasse pas, il achète en euros, et derrière, il reçoit son NFT sur son wallet, MetaMask qu'il a connecté. Voilà, bon ici... C'est adapté au mobile, hein, forcément, donc là,
faut faire ça sur le téléphone, mais en gros sur le téléphone, on connecte le MetaMask et après les boutons acheter. Oula, ça c'est la connexion. Ouais, forcément, c'est fait pour le mobile. Mais par la suite, vous pourrez regarder, vous connectez votre wallet et puis sur le bouton acheter, c'est vraiment comme si vous achetiez n'importe quoi en ligne. Il y aura un solde en Ethereum et on utilise des API pour convertir en euros. Donc les œuvres listées en euros, ben les prix vont varier forcément hein, parce que l'Ethereum varie. On ne peut pas acheter en euros directement l'œuvre parce que la blockchain est faite comme ça. Et donc forcément, si on liste en ETH, ben, ça va un peu fluctuer, quoi. Sauf s'il y a vraiment un gros crash. Ben là, vous pouvez refaire un listing, hein, vu que c'est toujours pas vendu, donc c'est toujours centralisé sur OpenSea. Vous annulez le listing, vous changez le prix et vous relistez, tout simplement. Ah ben voilà. Et ben j'y suis déjà, magnifique. Est-ce qu'il y a déjà des questions? C'est simple, hein? Je sais pas si... Ah oui. Donc tu as dit que donc là, enfin, vous en allez vers votre propre blockchain. Vous allez développer votre propre blockchain, c'est ça? Ouais, et ça c'est une blockchain privée qui va gérer les transactions en stablecoin en euros. C'est en euros, d'accord. C'est ça. Et la question est, une fois qu'on a acquis la NFT depuis The Event, c'est bien lié au wallet, MetaMask ou autre, c'est ça? C'est ça, donc en fait, quand tu es sur la partie acheteur, comme j'ai montré, quand tu es dans ton wallet, tu lis ton MetaMask. Et donc en fait, nous, dans la transaction, on reprend ton wallet. Oui. Et donc automatiquement, le smart contract se déclenche dès qu'on valide la réception des euros. Et ça transfère le NFT sur ton wallet. D'accord. Donc après, quand tu achètes un NFT sur Event, tu vas regarder dans ton portfolio NFT MetaMask, parce que MetaMask pour l'instant ne permet pas de voir les NFT directement dedans, enfin vous connaissez. Tu dois juste ouvrir metamask.io, .com, je sais plus. Oui. Et tu vas dans portfolio, tu retrouveras ton NFT et tu pourras le remettre en vente sur la plateforme de ton choix, tout simplement. Dans n'importe quelle plateforme, même si ça vient à la base de l'achat de chez The Event, quoi. Alors ça justement, c'est une excellente question. Ouais, c'est ça. Parce que ici, là, j'ai fait un lazy mint, donc Oui. je dépends du smart contract d'OpenSea, c'est ça. Oui. Et donc, il faut que les plateformes sur lesquelles je veux lister mon smart contract veulent bien des NFT qui viennent d'OpenSea. Oui. Donc parfois, il y a des concurrents qui disent non, je veux pas de tes NFT d'OpenSea. Et il y en a d'autres, oui, pas de souci, tu viens, tu te listes et c'est parti, quoi. Mais imaginons, j'ai en fait fait un lazy mint ailleurs, ça marche ou comment ça marche? Enfin, je veux dire. Nous, on a intégré qu'avec OpenSea, D'accord. c'est ça. Et plus tard, on aimerait bien s'affranchir d'OpenSea d'OpenSea, oui. et avoir un style manifold, toujours avec du lazy mint quand Oui. même. Et nous, on fera un smart contract complet. Parce que nous, le but, c'est aussi de gérer le ticketing, etc. Donc on a besoin de pas mal de fonctionnalités dedans. Donc on va pas faire un truc aussi simple, entre guillemets, même si Oui, c'est oui. déjà OpenSea est déjà quelque chose de très costaud. On veut permettre beaucoup plus de liberté aux gens qui vont minter sur notre plateforme en devenir et ne pas être enfermés dans un smart contract. Et en fait, les plateformes comme NFTify, je ne sais pas si vous connaissez, concurrentes à OpenSea, eux proposent des smart contracts très complets en fait. Et quand vous regardez, vous enregistrez votre collection, votre NFT, vous allez voir sur la blockchain, vous avez vraiment tous les détails d'un smart contract OTC, donc on the contract, quoi. Ah, merci. Avec plaisir. Pas d'autres questions, remarques? Bon ben, merci à Rolf du coup. Avec Cette plaisir. explication très claire. Et voilà. Bon ben du coup, on arrive à la fin de ces 2 jours. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais en tout cas, moi je voulais tous vous remercier d'avoir été présents. C'était la première fois qu'on faisait un événement sur le Web3, sur la blockchain, les NFT, etc. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Première fois qu'on faisait aussi une exposition, à Mons en tout cas, qui mêlait comme ça l'art physique et l'art digital. Donc vraiment une première. Et comme on a essayé de faire passer durant hier, aujourd'hui, voilà, c'était une expérience pour tout le monde, je pense, pour les artistes, pour le porteur de projet, pour Museum Lab. Et je pense que la conclusion est positive. Nous, on est très contents en tout cas. Donc, merci aussi. À vous. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà, merci. Et en fait, je me suis fait la remarque, Harold, peut-être que pour le 2.0, on pourra vendre des entrées en NFT et proposer quelque chose de vraiment sympa dans le package. Affaire à suivre. Le Club Museum Lab 3.0, yes. Donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine. Tu veux ajouter quelque chose, Vincent? Je t'en prie.
Tu vas faire ta pub, je le Oh, sens. non. Je vais surtout remercier parce qu'on a vendu nos 2 premiers NFT aujourd'hui à monsieur là-bas et je voulais le remercier parce que il a été vraiment jusqu'au bout de la démarche et c'est grâce à The Event et c'est grâce à vous. Merci. Et ça permet d'éduquer le marché. C'est vraiment ça pour l'instant. Il faut amener les gens à comprendre, les prendre par la main. C'est simple, c'est pas compliqué. Et pour ça, il faut des acteurs, aussi bien artistes, galeristes que collectionneurs. Et c'est des efforts et institutions publiques. Et c'est tous ensemble vers un même mouvement pour simplifier le discours, fluidifier le marché et mettre en confiance tout le monde. C'est vraiment important. Merci. Merci. Voilà. Bah, on peut. Moi, je proposais d'offrir un verre à ceux qui sont là parce que de toute façon, personne ne paye. Oui. Le bar est ouvert Le bar est et ouvert. payé par Muséum Lab, donc profitez.